une conception bien singulière de l'intérêt général. Quel culot, quelle extravagance! Pouvait-on imaginer pareille forfaiture, pareil manquement au respect de la démocratie il y a encore un an? Un tel mépris pour ces primaires, où se sont exprimés des millions de nos concitoyens. Bon, il est vrai que quand on voit le sort qu'ils ont réservé à leur ancien ami, M. Hamon, qui a remporté de haute lutte les primaires de cette gauche plurielle devenue une gauche plus rien, on voit qu'ils sont prêts à tout pour que d'une manière ou d'une autre, le fantôme de l'Élysée puisse jouer les prolongations. Ce n'est rien d'autre qui compte à leurs yeux. Tout gêneur doit être écarté, comme tant d'autres, comme le PS lui-même, qui a servi de marchepied au chef de l'État avant d'être repoussé d'un coup de talon. Faut-il qu'ils se croient tout-puissants, ces importants impotents, qui n'ont même pas eu le courage de se présenter directement à cette élection, qui n'ont même pas eu le courage de laisser les Françaises et les Français juger un quinquennat qui a abaissé la France et appauvri nos concitoyens. Il est vrai qu'ils connaissaient d'avance le verdict. Et on se demande jusqu'où ira leur audace. Peut-être jusqu'à mettre en pratique la fameuse boutade de Brecht. Parvenus à ce stade, ne serait-il pas plus simple pour eux de dissoudre carrément le peuple et d'en élire un autre? Voilà qui aiderait peut-être leur candidat. Mais ce serait une illusion de plus, car ce soir, quand j'entends et quand je vois votre force, votre détermination, je suis plus que jamais persuadé de la victoire que nous allons remporter ensemble. Oui, je puise ici une formidable énergie. Oui, mes chers amis, je puise ici une formidable énergie. Et je ne peux pas être à Nantes et oublier combien cette ville est liée pour toujours à une des plus belles pages de notre histoire, à une des plus belles pages de ce grand récit national qui existe bel et bien, n'en déplaise à ces détracteurs qui veulent déconstruire l'histoire pour mieux déconstruire la nation. Je veux parler de l'édit de Nantes, symbole de la tolérance, symbole de la paix entre catholiques et protestants, mais surtout symbole de la concorde entre tous les Français. Plusieurs enseignements sont à tirer de cet événement qui a marqué notre conscience collective. Le premier enseignement, c'est qu'il ne faut jamais laisser revenir le spectre des guerres de religion dans notre pays. Jamais. Nous avons trop souffert dans notre histoire de ces conflits, aussi vains que sanglants, qui ont dressé des Français contre d'autres Français pour permettre aux fauteurs de troubles d'introduire la discorde parmi nous. Alors oui, j'adresse un avertissement à tous ceux qui, pour des enjeux politiques dérisoires, veulent laisser sciemment s'installer ici une atmosphère de guerre civile, tout en niant attiser les braises de la dissension. Je leur dis, ils me trouveront sur leur chemin. Je l'ai toujours affirmé, ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas ont toute leur place dans la France que nous voulons et dans la nation que nous aimons. Dans la France que nous voulons, il ne peut pas y avoir de citoyens de seconde zone. Mais dans la France que nous chérissons, il ne peut pas y avoir non plus de droits
autres que ceux issus des lois de la République. La laïcité, que certains s'empressent de vouloir recouvrir d'un adjectif qui dénature son sens véritable, n'est pas une religion. C'est un cadre qui délimite et qui garantit précisément cette vie en commun. Le second enseignement, c'est que ceux qui dirigent le destin de notre pays doivent précisément veiller à être les gardiens de cette vie en commun. Ils doivent se hisser au-dessus des intérêts partisans, au-dessus des lobbies, au-dessus des communautarismes, et ils doivent être les garants de cette précieuse unité nationale. Vous le savez, cet édit de Nantes, ce traité de tolérance, fut l'œuvre d'Henri IV, une des plus hautes et une des plus belles figures de notre histoire, qui, durant plus de 20 ans, guerroya contre les fanatismes de son temps et refusa la division de son royaume. On ne devient pas responsable d'un grand pays comme la France sans avoir été attaqué, injurié, écorché par ses adversaires. Plus près de nous, De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, tous ont été des cibles, mais les qualités requises pour exercer le pouvoir diffèrent selon que l'on se trouve dans une période de crise ou dans une période de prospérité. Eh bien oui, aujourd'hui, on n'hésite pas à mettre ma vie à l'épreuve. On la décortique dans tous les sens. On l'étale, on la dissèque sans aucune pudeur, sans aucun respect pour ce qui s'appelait jadis la présomption d'innocence. Des belles âmes se sont émues parce que j'ai évoqué le souvenir de Pierre Bérégovoy lors de l'émission politique sur France 2. Alors, je le redis calmement et fermement, Bérégovoy n'était pas du sérail et il fut bien livré aux chiens, pour reprendre l'expression du président de la République de l'époque. Et parmi ceux qui s'émeuvent de cette référence, combien ont participé à l'époque à cette curée politique et médiatique? Alors aujourd'hui, je dis aux Français, ne me jugez pas d'après les actes d'accusation de ces nouveaux inquisiteurs, jugez-moi sur mon parcours. Je n'ai pas fait les grandes écoles. Je n'ai pas été banquier. J'ai donné 36 ans de vie publique à ma ville, à mon département, à ma région, à cette belle région des Pays de la Loire. 36 ans à parcourir nos villages et nos villes. 36 ans de rencontres avec les Français face à leurs espoirs et à leur colère. 36 ans de projets, d'idées, d'affrontements intellectuels. 36 ans de combat, avec des victoires, avec des défaites. J'ai connu les salles pleines comme ce soir et la solitude des préaux d'école en compagnie d'une poignée de militants. J'ai assumé les plus hautes fonctions. J'ai croisé les grands de ce monde. Mais je sais aussi, plus que d'autres, de tous ces autres qui trouvent dépassée la fonction de député et le suffrage universel, je sais la détresse de mes compatriotes qui me sollicitaient et que j'ai toujours essayé d'aider du mieux que je pouvais. J'ai pu faire des erreurs, je le reconnais volontiers. Mais qui n'en a pas fait? Et ceux qui n'ont jamais fait d'erreur ne sont pas nécessairement les êtres les plus justes et les plus solides. L'histoire nous apprend que les peuples se plaignent rarement dans les temps difficiles d'un excès de courage, de clarté et de volonté. Dans
les périodes de paix et de prospérité, un homme comme Churchill était au mieux oublié, au pire déconsidéré. Or, comme nous le rappellent les attaques sur notre sol et l'attentat de Londres, frappant le premier Parlement dans l'histoire européenne, nous sommes entrés dans les temps sombres. Voilà pourquoi cette élection n'est pas une question de casting, comme on s'attache à vouloir vous le faire croire. Jugez-moi sur mon parcours et jugez-moi sur mon programme. Ce programme, campagne terne sans enthousiasme, disait un grand journal du soir. Ce programme, il a été conçu avec vous, et pas avec des notes de ces experts en antichambre, co-responsables de l'état de faillite dans lequel se trouve notre pays. Pendant 3 ans, j'ai sillonné la France à la rencontre de vos espoirs, de vos colères, de vos joies, de vos déceptions. J'en ai tiré une feuille de route avec une obligation en tête, faire enfin, convaincu qu'aucune réforme ne peut être menée à bien si l'on ne donne pas clairement le but à atteindre. J'ai bien conscience, mes chers amis, qu'à chaque échéance, les responsables politiques demandent aux Françaises et aux Français de nouveaux sacrifices. Et qu'en dépit de tous les efforts produits, ces derniers ont l'impression que cela n'avance jamais. Eh bien, la France a été victime depuis des décennies d'une double trahison. D'abord, celle provenant de tous ceux qui se sont servis de la dette publique pour masquer leur manque de courage. Et de l'autre, celle des élites financières qui ont refusé de réguler les crédits privés parce qu'ils étaient préoccupés de leur seul profit. Oui, je suis le seul candidat à m'engager sur un double objectif. Retrouver le chemin du plein emploi et faire de la France d'ici 10 ans la première puissance en Europe. Mes amis, le chômage structurel qui mine notre pays est un sujet trop grave pour être abandonné aux joueurs de flûte et aux apprentis sorciers. Moi, je n'esquive pas, je ne louvoie pas, je propose une vraie transformation économique et sociale, rendue de plus en plus difficile par cette dette insoutenable que nous traînons comme un boulet. Je veux nous libérer des normes, des contrôles qui paralysent l'activité, qui tuent les initiatives, qui dissuadent l'investissement. La meilleure politique sociale, c'est celle qui donne du travail. C'est celle qui donne du travail à tous les Français. Et la seule politique qui donne du travail, c'est celle qui mise sur la liberté. Parce que la liberté n'est pas seulement moralement juste, elle est aussi économiquement efficace. C'est en libérant tout le potentiel de la créativité humaine que nous parviendrons à inventer, à innover, à nous dépasser. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de nos amis américains. Et je veux rappeler sur ce point que le mot « entrepreneur » est un mot d'origine française. C'est cette liberté qui va vous permettre de profiter de la révolution numérique. Une révolution qu'il ne faudra pas subir, comme le propose M. Macron, mais maîtriser pour qu'elle œuvre au profit de tous et non pas d'un petit monde de privilégiés parisiens. C'est cette liberté qui va déverrouiller le marché de l'emploi. C'est cette liberté qui va donner aux entrepreneurs, aux agriculteurs, aux artisans, aux jeunes, le goût de se battre pour réussir leur vie. C'est cela que nous devons restaurer dans notre pays. Je veux une France productive, une France réconciliée avec le travail, l'audace, la réussite. Je ferai tout pour gagner la bataille du plein emploi. Et pour ça, il faut que nos entreprises puissent se déployer, qu'elles puissent investir, qu'elles puissent embaucher. Il faut que nos PME puissent trouver des financements et se développer sans être freinées par un monceau de contraintes inutiles. Je veux libérer
l'activité de tous les secteurs qui ont été bloqués par le matraquage réglementaire et fiscal. L'agriculture, l'industrie, les services, la construction. Oui, je réduirai de 40 milliards les charges sociales des entreprises qui pèsent sur le coût du travail et sur la feuille de paie des salariés. Je supprimerai définitivement les 35 heures avant d'éviter que s'installe un peu partout des usines à gaz, source d'injustice comme nous le propose le candidat du surplace. J'alignerai la fiscalité du capital sur celle de nos voisins allemands parce que je préfère que les investisseurs français investissent en France plutôt qu'ailleurs. Parce que la France est un pays souverain et je n'aime pas que notre nation soit obligée de se prosterner devant les fonds de pension américains ou devant ceux des émirs du Golfe. Je veux réformer le RSI, non pas pour l'aligner sur le régime général comme le propose M. Macron, ce qui aurait pour conséquence d'augmenter de plus de 30% les charges des commerçants, des artisans et des indépendants. Non, je veux constituer une véritable caisse de protection des indépendants. Je veux généraliser l'apprentissage. Je veux généraliser l'apprentissage pour que les jeunes puissent apprendre au sein du monde du travail. De même, je veux créer le statut de travailleur indépendant et refonder la formation professionnelle. Libérer nos potentiels, simplifier, alléger, moderniser, voilà comment nous allons relancer l'économie et ranimer l'espoir. Cette vision que j'ai pour la France, elle s'applique aussi à la mer, à l'économie maritime. Et je veux en dire quelques mots ici, à Nantes, dans cette ville qui est tournée vers l'océan depuis des siècles. Quel extraordinaire atout que notre domaine maritime. Quel courage et quelle force il a fallu à ces générations de marins, de pêcheurs, d'ingénieurs, d'explorateurs pour construire, bâtir cette grande nation maritime qu'est la France. Oui, nous pouvons être fiers de notre économie maritime, de nos métiers, de nos technologies, de notre culture de la mer. Cet héritage n'est pas un vestige du passé, c'est une réalité plus vivante que jamais. La France s'est aussi construite par la mer et son avenir passe aussi par la mer. L'économie de l'océan est en pleine croissance. Elle crée des emplois avec des activités dynamiques comme l'aquaculture marine, la transformation du poisson, la construction et la réparation navale. Elle connaît des mutations technologiques qui font émerger de nouvelles filières industrielles. Des filières industrielles prometteuses en matière de ressources minérales marines, d'algoculture, de biotechnologie marine, d'éoliennes offshore. Eh bien, je veux faire de la France un leader de l'exploitation des ressources marines biologiques. Dès l'été prochain, nous lancerons des États généraux pour refonder les politiques de la pêche et de l'aquaculture, en réduisant les contraintes administratives pour que les professionnels puissent réellement vivre de leur activité. Nous devrons aussi relever le défi majeur du Brexit, qui remet en cause l'équilibre fragile des droits de pêche entre les différents partenaires européens. Et puis nous avons la chance d'avoir dans le domaine de la construction navale des fleurons nationaux comme les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Je demande au gouvernement de trouver rapidement un accord qui permette de pérenniser les chantiers de l'Atlantique et qui permette de veiller à la localisation de l'activité ici, en France, à Saint-Nazaire, sur le territoire national.
Et je dis que s'il n'était pas possible de parvenir à un tel accord dans les délais contraints auxquels nous sommes soumis, alors j'estime que l'État ne devrait pas s'interdire d'exercer son droit de préemption le temps de définir avec sérénité une véritable stratégie industrielle nationale. Ce gouvernement a aussi laissé s'accumuler un retard inacceptable en matière d'infrastructures portuaires. Il est temps de moderniser nos ports. Je veux leur donner une dimension plus commerciale, diversifier les trafics, mettre en place un véritable guichet unique portuaire, généraliser l'autoliquidation de la TVA, dématérialiser les procédures douanières, bref, tout le contraire de l'immobilisme des années Hollande. Je proposerai de créer une alliance pour la croissance bleue sur le modèle de l'Alliance pour l'industrie du futur qui a fait la preuve de son efficacité. Elle construira avec l'État une stratégie pour l'économie maritime de notre pays et elle en assurera le déploiement pour que les choses progressent enfin. Mais nous devons aussi mieux protéger cet immense domaine maritime et les personnes qui en ont la charge. Je souhaite développer la recherche scientifique pour améliorer notre connaissance des milieux marins et leur infinie fragilité. Nous devons lutter de manière déterminée contre toutes les pollutions et mieux concilier l'économie maritime et l'environnement marin. Rappelons-nous toujours que nous dépendons de la santé des mers et de la santé des océans. Je souhaite que l'État se dote de moyens de surveillance plus modernes pour protéger nos espaces maritimes et nos ressources, particulièrement en Outre-mer. Et je veux assurer un financement pérenne de la Société nationale de sauvetage en mer, dont l'engagement sans faille des 7000 bénévoles sauve chaque année des milliers de personnes. Je souhaite enfin que nous soyons davantage à la hauteur du rôle mondial que nous confère notre exceptionnel domaine maritime. Pourquoi la Chine, la Russie, le Canada, la Norvège, l'Inde ou les États-Unis ont-ils une véritable stratégie de diplomatie maritime et pas nous? Je renforcerai notre capacité d'influence dans les organisations internationales au service de nos intérêts maritimes. Mes chers amis, la mer est un secteur économique et un patrimoine environnemental. Mais la mer, c'est aussi une magnifique culture, un ensemble de traditions et de valeurs. La mer, c'est un héritage symbolique et donc c'est le socle d'une communauté humaine. Mes amis, c'est d'abord en réformant en profondeur notre pays que nous lui donnerons les moyens de son ambition. Et j'affirme que cette ambition est grande. Je ne dis pas seulement cela en raison de ma volonté de redonner aux Français la fierté de ce qu'ils sont, même si la confiance en soi est une condition absolue de notre réussite, de notre redressement. Mais je le dis aussi parce que l'Europe a besoin de notre puissance, que l'Europe a besoin de notre capacité d'initiative pour sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouve. Et je le dis aussi parce que je crois que le monde a besoin de nous. Je n'ai pas peur de l'affirmer. La France aujourd'hui, plus que jamais en ces temps troublés, manque cruellement au monde et le monde a besoin de la France. Oui, le monde a besoin de notre capacité à brandir au plus haut le flambeau de la liberté et à dissiper les ténèbres du fanatisme et de la barbarie. Le monde a besoin que nous soyons capables de montrer qu'il existe une autre voie possible qui nous permette d'échapper à cette forme de malédiction, à cet affrontement binaire entre le populisme démocratique des uns et le repli identitaire des autres. Ces derniers temps, il a été beaucoup question dans notre pays de l'identité. Je le comprends. Je ne sais pas si notre identité est heureuse ou malheureuse. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'elle est menacée. Je le comprends d'autant plus que nous sommes entourés de pêcheurs en eau trouble,
qui s'emploie à entretenir le flou et l'ambiguïté, à naviguer au gré des courants et des vents, reprenant d'un côté ce qu'il donne de l'autre. Et pendant ce temps s'étend une insécurité pesant sur les personnes physiques ou découlant de la situation économique, mais aussi une véritable insécurité culturelle dans notre pays. Cette insécurité culturelle qui touche tous ceux, et ils sont de plus en plus nombreux, qui se sentent abandonnés, qui se sentent délaissés, mis sur le bas-côté par la route de la mondialisation, par l'Europe ou par le système. Parce qu'ils ont le sentiment légitime que ce système ne crée plus assez de richesses, plus assez d'emplois, mais que par contre il produit toujours plus de misère, toujours plus d'impôts, toujours plus de dettes et toujours plus de bureaucratie. À toutes ces Françaises et à tous ces Français, je leur dis, nous allons redonner à la France un rang qui lui permettra de réorienter l'Europe, mais aussi de peser sur une scène internationale de plus en plus instable. Mais pour que notre pays fasse à nouveau entendre sa voix, il faut qu'il retrouve sa puissance économique. C'est l'urgence absolue. Tout le reste, c'est du mensonge. Avez-vous remarqué combien, en dépit de sa présence de plus en plus grande sur les théâtres d'opérations militaires, notre pays est le parent pauvre des grandes conférences internationales, parfois invité en bout de table, le plus souvent oublié. Je ne sais pas si M. Hollande a été un président normal, mais il a fait de notre pays une nation normale, c'est-à-dire excessivement moyenne. Cette question essentielle du redressement économique, on la retrouve également dans la lutte que nous avons à mener contre le totalitarisme islamique, la plus grande menace à laquelle nous sommes confrontés depuis des décennies. Pour retrouver les moyens de la combattre, on ne peut plus se contenter de dire l'intendance suivra. Une économie saine et solide est le nerf de la guerre. Qu'il s'agisse de redresser notre économie, de retrouver le plein emploi, de redonner aux Français des raisons d'être fiers de leur pays, de refonder l'Europe, de réguler la mondialisation ou d'éradiquer l'islamisme, tout se tient. C'est une vision globale que je défends devant vous à l'occasion de cette élection présidentielle. Une vision qui reprend au plus près la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité. Cette devise, nous l'enrichissons de 3 valeurs. L'autorité, la transmission et la souveraineté. L'autorité, parce qu'elle naît naturellement de la rencontre de la volonté, du courage, de la clarté et de la cohérence de notre engagement. L'autorité parce que nos compatriotes sont épuisés de tant de laxisme, de démission, d'accommodement déraisonnable, avec ce qui entreprend depuis des décennies un travail de sape à l'encontre de nos institutions et plus largement de la République. Au risque de paraître politiquement incorrect, j'affirme que lorsqu'un État exerce son autorité, il a toute légitimité pour le faire, puisqu'il intervient pour protéger ce qui constitue les fondements mêmes de notre société. Aussi, pour tous les citoyens, cet exercice devrait aller de soi. C'est une simple question de bon sens. Le contraire de l'autorité n'est pas le laxisme, c'est la violence qui s'oppose à la force publique. Lorsqu'un territoire de la République, à 2 pas d'ici, est occupé depuis des années par des hors-la-loi, en dépit des décisions de justice, des élections démocratiques et même du résultat d'un référendum, c'est l'autorité de l'État partout en France qui est bafouée et qui est affaiblie.
Lorsqu'en Guyane, des individus cagoulés prétendent suppléer à l'État défaillant pour assurer la sécurité des citoyens, c'est la République qui est mise en cause. Lorsque les professeurs tremblent devant leurs élèves, les forces de l'ordre devant les délinquants, les politiques devant les démagogues, à ce moment-là, la vie en commun devient impossible. Il y a une phrase du grand poète Saint John Perse que j'aime beaucoup. La démocratie, plus qu'aucun autre régime, exige l'exercice de l'autorité. Comment restaurer cette déperdition d'autorité impulsée il y a déjà tellement longtemps? En refondant notre République à partir de l'école, de la famille et de tous ceux qui, plus largement, assurent la sécurité publique. À côté de l'autorité, je place la transmission. La transmission, c'est l'acte essentiel qui inscrit tout acte politique dans la durée, qui en conçoit les conséquences à court, à moyen et à long terme. La transmission nous apprend que nous avons une dette par rapport à ceux qui nous ont précédés et un devoir à l'égard de ceux qui vont nous succéder. C'est l'image du relais que l'on se passe de main en main et qui permet à notre pays de rester dans la course. La transmission découle tout naturellement de l'autorité. Parce que pour la recevoir, il faut que les élèves, les enfants, les citoyens se mettent en situation de recueillir ce qui va leur être transmis. Mais encore faut-il qu'au début de la chaîne, on veuille transmettre un enseignement. Comment transmettre, par exemple, à l'école, quand on estime que l'élève peut seul juger du bien fondé de ce qu'on va lui transmettre et qu'il faut s'adapter à la tyrannie de son intérêt? Comment transmettre quand l'émetteur lui-même estime que la connaissance des fondamentaux est facultative? Quand une société se dit à quoi bon transmettre, c'est le signe qu'elle est menacée de déclin. C'est le signe qu'elle s'enferme dans l'égoïsme, que l'on peut par exemple relever en politique durant ces dernières décennies où l'on a gonflé la dette publique au risque de sacrifier l'avenir des générations futures. La transmission, c'est la négation de la phrase « après moi le déluge ». Nous avons des enfants, nous avons des héritiers. Faisons en sorte de ne pas dilapider l'héritage. Qu'est-ce qu'une nation, sinon, avant toute chose, cette ardente obligation de transmission? Enfin, si l'autorité fonde la vie en commun sans laquelle il n'y a pas de nation, et si la transmission inscrit la nation dans la durée, la souveraineté la protège face au péril. Nul n'a le droit de décréter que poser la question de la souveraineté de notre pays ferait le jeu du nationalisme pour la simple raison que tout patriote sincère se la pose. Certains m'ont fait parfois grief dans le passé de parler beaucoup d'économie. Mais comme je vous l'ai dit, sans une France économiquement redressée, on ne peut pas exercer une souveraineté. On ne peut pas combattre la nouvelle barbarie. Sinon par des discours creux, des incantations et au final par des replis et de lâches abandons. Défendre notre souveraineté, c'est défendre l'idée que l'indépendance du peuple français est aussi indispensable à nos concitoyens qu'elle l'est au monde. Parce qu'il existe un pacte plusieurs fois séculaire entre la France, qui s'est construite contre les empires, et la liberté des peuples. Loin de nous restreindre, loin de nous replier, la souveraineté nous enrichit, elle nous grandit, elle redonne à notre nation cette capacité d'initiative, d'abord en Europe, puis plus généralement au sein du monde libre. Alors mes amis, maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous partagez cette espérance d'une France conquérante,
d'une France que nous voulons hisser vers le meilleur d'elle-même. Alors engagez-vous dans cette bataille, avec en tête l'esprit de conquête et au cœur l'espoir du renouveau. Dites-le. Dites-le. Dites-le, si vous voulez que les choses changent, que les choses bougent, faites-le savoir. Si vous voulez définitivement tourner la page du déclin français, si vous voulez ranger ce pouvoir et ces jeux de masques au rayon des accessoires historiques, criez-le. Personne n'est en mesure de vous faire taire. Nul n'est susceptible de vous impressionner, parce que vous êtes le grand peuple de France dans son infinie variété et dans son absolue singularité. Alors soyez partout les acteurs de ce changement. Si au fond de votre cœur bat la fierté d'être français, alors soyez fiers, soyez forts, soyez plus volontaires que tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin, que toutes les volontés adverses. Je vous invite à l'action, mes amis. Engagez-vous, osez, foncez, brandissez avec moi l'étendard de la France, ce drapeau des hommes et des femmes debout, ce drapeau libre qui deviendra demain celui de notre victoire. Vive la France, vive la République. Tu me snaps quand je te dis bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien, OSG? Vous allez bien? Thank you.